Avant l'info avec Arnaud. Bonjour Yoann Waki. Bonjour Arnaud. Tu vas aimer être freelance chez Duno. 33 règles d'or pour réussir en solo. Alors aujourd'hui, concrètement, c'est quoi travailler en solo ? En solo en France, c'est se lancer dans une grande aventure. C'est décider de construire son parcours pro en dehors des sentiers battus et d'imaginer un champ des possibles complètement nouveau et différent. C'est aussi la possibilité de faire plusieurs choses à la fois et donc sortir un peu des silos dans lesquels on est parfois un peu coincé en tant que salarié. Alors chaque jour, il y a plus de 600 personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est les chiffres officiels. Seulement 25% d'entre eux réussissent. Alors, 25% des auto-entrepreneurs sont encore auto-entrepreneurs 5 ans plus tard. Mais c'est super intéressant parce que ça met en avant la confusion. Freelance, c'est pas forcément auto-entrepreneur. Et auto-entrepreneur, c'est pas forcément freelance. D'accord. Justement, quand on veut se lancer en tant qu'indépendant, quelle est aujourd'hui la meilleure façon ? Déjà, je pense que c'est pas la première question à se poser, contrairement à ce que tout le monde fait. Pour répondre à cette question, moi je pense que ça dépend de... Enfin, la première question à se poser, c'est de savoir ce qu'on veut et ce qu'on compte faire pour évaluer un chiffre d'affaires prévisionnel et voir... C'est la règle 1. Tu veux voilà. quoi ? Et la règle 2, tu peux gagner autant que tu veux à condition de savoir combien. Exactement. Mais une fois que tu sais combien tu veux gagner, déjà on peut savoir si c'est possible avec le statut de l'auto-entrepreneuriat, puisqu'il est plafonné. Il est plafonné à combien ? Alors depuis le 1er janvier 2018 à 70 000 euros par an pour les professions libérales, ce qui est quasiment, enfin ce qui est un peu plus du double de ce que était le cas avant. Donc ça permet plus de choses, mais du coup effectivement on peut se mettre en auto-entrepreneur ou en SRL ou en SAS ou ce qu'on veut, mais ça change pas grand chose finalement au fait d'avoir des clients ou pas et de gagner de l'argent ou pas. Donc la première question c'est comment je fais pour trouver des clients, comment je fais pour mettre en place mon activité. Et puis après, effectivement, je trouve le statut qui va. Et généralement, il n'y a pas énormément d'options. Il en reste une ou deux et c'est assez mécanique. Alors, la méthode SOTO, c'est quoi ? Ça veut dire donc seul, ensemble. Donc solo, together. Voilà, mais de quoi est-il question réellement ? En fait, le paradoxe, c'est que pour réussir en solo, il faut surtout pas être seul. Il faut pas être seul parce que, bon, évidemment, il faut des clients, mais surtout, il faut profiter de ce que son réseau peut apporter, tant en termes de clients potentiels, mais aussi en termes de bonnes pratiques, de problèmes à résoudre, et puis de vie sociale aussi, parce que quand on est indépendant et qu'on sort de l'entreprise, eh ben, la vie sociale, elle en prend un coup. On n'est plus enfermé dans un bureau avec des collègues du lundi au vendredi et le reste du temps pour la vie privée. C'est complètement, enfin les cartes sont complètement rebattues et rencontrer des gens, voir des gens au quotidien, c'est bon pour le moral, c'est bon pour l'échange, même si vous bossez pas avec eux. Des gens qui bossent de la même façon que vous, ça peut être super enrichissant. Donc Solo Together, c'est ça. Et puis c'est aussi parce que pour construire son business, construire son activité, la développer, c'est très difficile de le faire tout seul. Et avoir le recul et parfois la naïveté d'autres personnes, ça peut être super enrichissant. Alors d'ailleurs, la règle numéro 13, c'est never eat alone. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais manger seul à midi. C'est-à-dire qu'il faut toujours être avec peut-être une autre personne pour pouvoir parler de son pitch, pour pouvoir parler de soi et peut-être que cette personne va nous apporter un contact ou un client potentiel pour qu'on puisse avoir du boulot. Alors effectivement, ça peut être se faire recommander, donc déjeuner avec les personnes qui pourraient nous recommander, ça peut être déjeuner avec des clients ou des prospects pour décrocher directement des contrats, mais ça peut aussi être déjeuner avec des anciens clients pour se rappeler à leur mémoire. Parce que c'est un peu comme ça que ça marche finalement quand on est indépendant. Les gens qui nous appellent, c'est les gens qui pensent à nous au-delà de nos compétences et à un moment donné ils ont un besoin et puis ils pensent à nous. Bon, si vous êtes capable de résoudre ce besoin mais qu'ils pensent pas à vous, ils vous appelleront pas. Alors c'est vrai que moi j'ai souvent eu le problème du gars qui me dit, et d'ailleurs on en parle dans le livre, c'est si tu m'avais appelé 2 jours avant, j'aurais pensé à toi. Ouais, alors là on a une autre règle qui résout exactement ce problème, qui dit brise le plafond de bière. C'est ça, alors c'est quoi ce plafond de bière ? Eh ben le plafond de bière, alors on n'est pas obligé de boire de la bière, on n'est pas obligé de boire du tout d'ailleurs, mais le plafond de bière c'est trouver des moyens dans la vraie vie, par des rencontres mais aussi par des gestes on va dire commerciaux autres, de faire en sorte que les gens qui peuvent avoir besoin de vous pense à vous au moment où le besoin se présente ou pas longtemps avant. Parce qu'en fait, vous pouvez être la personne la plus compétente dans votre métier et avoir un bon carnet d'adresses. Si ce carnet d'adresses ne pense pas à vous, bah, il vous appellera juste pas et puis vous aurez juste pas de boulot. Alors justement, comment on fait pour casser briser ce plafond de verre ?
Alors là, c'est de la communication. C'est-à-dire que on va en parler parce que c'était un peu l'actu des dernières semaines, mais en janvier, on reçoit 10 000 mails de bonne année, des clients, des partenaires, des prestataires, etc., etc. Moi, je suis convaincu que c'est pas quelque chose à faire parce qu'en fait, vous envoyez un mail de plus dans le flow. Dans le flow, ouais. Par contre, là, en ce moment, il y a beaucoup moins de mails de partenaires, prestataires, clients, etc. Et c'est peut-être le bon moment de faire quelque chose. Alors, un mail ou un cadeau ou un verre ou une bière ou un déjeuner ou ce qu'on veut. Mais en tout cas, on sort un peu du flux et c'est le bon moment de se rappeler à la mémoire des gens. Ouais. Alors, il y a plein d'autres règles. Donc, écoute toujours ton intuition. Ne jamais... Alors, ça, je trouve ça super important. Ne jamais travailler gratuitement. C'est vrai que parfois, on a tendance à se dire, tiens, si je fais cette mission gratuitement, peut-être qu'après, il va penser à moi. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'il pensera à nous, mais justement pour le gratuit. Alors ouais, déjà peut-être qu'il pensera à vous pour le gratuit, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a donné quelque chose gratuitement, on a dit à notre client que cette chose n'avait aucune valeur. À ses yeux, il l'a déjà obtenu gratuitement, ça va être très difficile de le faire payer derrière à la hauteur de ce que ça vaut. Et puis surtout, il n'est pas du tout dit qu'il vous rappelle. Ouais. Vraiment pas, même s'il est content. Peut-être qu'il pensera pas à vous, peut-être qu'il aura envie de dépenser plus cher chez quelqu'un qui à ses yeux a plus de valeur justement parce qu'il est plus cher. Donc ne travaillez jamais gratuitement, c'est ça. Et puis c'est aussi pour prévenir un peu dans ce chapitre, il y a un peu les techniques de manipulation, j'ai envie de dire, parfois utilisées par les entreprises clientes qui savent très bien comment obtenir gratuitement des choses des indépendants. Donc voilà, donc il y a des arguments, des contre-arguments et c'est ça aussi que ça dit. Et il y a aussi un autre truc, c'est facture à la tête du client. Alors ça, c'est quand même bizarre parce que on nous a dit vraiment de faire une grille de prix pour que ce soit vraiment bien cadré. Non. C'est-à-dire que s'il y a un client qui est prêt à payer plus cher et qu'on le sent, il vaut mieux facturer plus cher, quitte à ce qu'il le sache après. En fait, oui, quitte à ce qu'il sache après, mais c'est un peu l'idée. L'idée, c'est de se dire que le prix de ce que vous vendez, a la valeur que votre client est prêt à y mettre. C'est-à-dire que si votre client trouve que votre produit n'a aucune valeur, ça vaut rien à ses yeux, il va vous dire je le veux gratuitement. Si au contraire votre client vous dit que ce que vous faites a beaucoup de valeur, il va être d'accord pour mettre 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000 euros, j'en sais rien. Et facture à la tête du client, c'est ça, c'est-à-dire la valeur de ce que vous faites quand on est indépendant, c'est-à-dire prestataire de service. En soi, ça n'a pas de valeur, ça ne vaut rien intrinsèquement. Ça vaut quoi ? Ça vaut ce que votre client est prêt à mettre. Donc le conseil, c'est de facturer à hauteur de ce que le client est prêt à mettre. Et facturer à la tête du client, c'est ça, c'est-à-dire adapter ses prix. Comment on sait parce que en général, si on a mis une grille de tarifs, c'est qu'on sait que notre travail vaut ce prix-là. Mais comment est-ce qu'on sait que l'autre est prêt à payer plus cher ? Alors déjà, quand l'autre ne négocie pas, c'est un bon indice pour vous dire qu'il était prêt à payer plus cher. Ah, parce que généralement, quand on est face à un bon client en face, à quelqu'un qui sait faire des affaires, il essaye de négocier parce que c'est comme ça qu'on fait. Donc déjà, s'il négocie pas, c'est qu'a priori, il s'attendait à payer plus cher. Donc on note pour plus tard, la fois d'après, sur ce type de client, je peux peut-être monter un petit peu les prix. Donc ça, c'est une première chose. Et bon, évidemment, il y a l'expérience. Hein, quand on est habitué, on sait à peu près en tâtonnant ce que peut valoir pour ce type de client. Et puis après, il y a tout simplement la connaissance de ses clients, c'est-à-dire que un service, ça résout un problème. Et la question, c'est de savoir combien notre client est prêt à mettre pour résoudre ce problème. Je sors complètement du cadre des freelances, mais quand j'appelle un serrurier, parce que je suis bloqué à l'extérieur de chez moi, il va demander en général à Paris en ce moment aux alentours de 1000 € pour ouvrir la porte. Ami serrurier, voilà. C'est votre tarif, on le sait. Combien ça vaut d'ouvrir une porte ? Ça vaut rien et ça vaut beaucoup. Sauf que le marché s'est structuré comme ça. Les gens qui sont bloqués sont a priori prêts à mettre 1000 € pour résoudre ce problème, ouvrir la porte. Bon, c'est ça. Donc les plombiers, non, les serruriers. Aussi les plombiers aussi. Ouais, c'est un exemple qui marche aussi. Mais les serruriers, du coup, facturent ce qu'on est prêt à mettre pour résoudre ce problème, c'est-à-dire cette somme. 33 règles d'or pour réussir en solo. Il y en a encore plein. On en a vu quelques-unes. Il y en a une qui me fait très rire aussi. C'est tu dois savoir qui couche avec qui. Donc c'est vraiment, en gros, être toujours au courant de ce qui se passe dans notre métier, dans notre environnement pour pouvoir dire, je suis là et pensez à moi. Toi, tu es indépendant depuis 2008. Donc ça fait 10 ans. Ouais. Est-ce que tu regrettes parfois un passé d'employé ou de salarié un petit peu plus cadré
Alors non, d'abord parce que j'ai eu de la chance. Je suis sorti très jeune du monde de l'entreprise et je me suis lancé en freelance par hasard parce que c'était la crise et que j'allais pas trouver de boulot. Je me suis fait virer de mon dernier poste. Bienvenue au club. Et j'ai eu de la chance parce que je me suis mis en freelance, que ça a marché, que ça m'a plu. L'encadrement, je me le suis construit, mon propre encadrement, et ça me convient très bien. Alors ça conviendra peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas moi j'ai réussi à me construire des frontières et un mode de travail qui me convient bien. Donc non, je regrette pas le salariat. Et ceux qui disent c'est dur d'être entrepreneur, j'ai pas la fibre, est-ce que justement en feuilletant ce livre, ils vont savoir si ils l'ont ou pas et que c'est Oui. le moment de... Oui, D'accord. et alors je leur conseille d'aller directement à la règle numéro 32 qui dit c'est ta faute. C'est ta faute. C'est pas du tout pour culpabiliser les gens qui n'y arrivent pas, mais généralement quand on n'y arrive pas et qu'on est un peu compétent dans son métier, dans la technique, des clients il y en a plein, des entreprises en France il y en a plein, des gens qui sont prêts à acheter vos prestations. Il y en a plein, c'est sûr qu'il faut les trouver. Et pour les trouver, il y a des choses à faire qui sont très bien décrites dans ce livre notamment. Donc c'est ta faute, c'est un peu ça, c'est-à-dire que les gens sont un peu auto-centrés généralement quand ça va pas, ils se demandent pourquoi, ils perdent confiance, etc. Non. Les clients, ils attendent à être contactés, à être trouvés, ils ont des problèmes que vous pouvez résoudre, il suffit qu'ils le sachent, quoi. Il y a un mot que j'ai appris dans le livre, c'est le mot slasher. Donc c'est une personne qui a plusieurs métiers. Est-ce que c'est bien vu en France ? On a l'impression que il faut être spécialisé, il faut être une seule et même personne, une seule et même fonction. Et quand les gens nous disent « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» ça rejoint autre chose. La règle numéro 9, c'est maîtrise ton pitch. C'est de savoir en fait qu'est-ce qu'il faut répondre à l'autre par rapport à en réalité ce qu'il a envie d'entendre de toi. Ouais, alors c'est ça en fait. Déjà le fait que ce mot soit utilisé de plus en plus en France, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que ça existe, on reconnaît. Tant qu'il n'y a pas de mot, les notions n'ont pas vraiment de légitimité sociale. Là, il y a un mot et on l'utilise. Bon. Après, en perception, ça c'est du marketing pur. Celui qui sait tout faire est perçu comme celui qui fait rien de bien. C'est ça. Et c'est le piège dans lequel il faut pas tomber. Justement, quand on rédige son pitch et qu'on répond à la question tu fais quoi dans la vie, il faut réussir à raconter quelque chose qui permette de lier ses activités de façon pertinente pour ne pas passer pour celui qui touche à tout parce que ça marche pas bien. Souvent les gens quand on leur dit qu'on se lâche, donc on fait plusieurs choses, ils ont l'impression que c'est parce qu'on gagne pas assez d'argent dans une de ces activités. Alors que la réalité, généralement, c'est pas celle-là. Les gens qui font plusieurs choses, c'est des gens qui ont envie de faire plusieurs choses, qui aiment plusieurs choses. Donc là, il y a clairement un problème de perception. Et ça se travaille encore une fois. Et c'est la responsabilité de celui qui répond à la question « tu fais quoi dans la vie ?» de trouver la bonne réponse. Sur les 33 règles, s'il fallait en retenir qu'une seule, ce serait laquelle pour toi ? C'est évidemment compliqué. Hein, parce que moi, j'aime bien les 33, mais dans ce cas-là, je vais dire la dernière. Je vais dire, même mieux, je vais dire la dernière règle, donc kiffe ta vie, et la dernière phrase de la dernière règle d'or, qui est donc la dernière phrase du livre, qui dit « deviens entrepreneur de ta vie ». Et je pense que le mouvement qui est en train de se passer avec le nombre d'indépendants qui explose, c'est ça en fait. C'est reprendre en main son parcours pro et reconstruire, réintégrer son travail dans son chemin de vie, dans ses objectifs de vie, de façon plus générale. Pour moi, c'est ça, devenir entrepreneur de ta vie. Et c'est ça qui est positif vraiment dans cette histoire. Tu vas aimer être freelance. 33 règles d'or pour réussir en solo chez Duno. Franchement, hein, moi, je l'ai lu et ce livre est tombé à point nommé pour moi. Et j'ai commencé à le travailler et je pense que hors antenne, j'ai 2-3 petites questions à te poser personnelles. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Arnaud. Yoann, à très vite. Avant l'info avec Arnaud.